Nous, le problème qu'on a, c'est que au sein même de notre famille politique, gauche et droite du mouvement confondus, l'information ne circule pas, les gens ne se protègent pas les uns les autres, les gens ne se réunissent pas, les gens ne s'apprécient pas, et donc après, on peut laisser dire n'importe quoi, alors que le plus souvent, quand je vois aujourd'hui la production d'une certaine droite, ce n'est rien de plus que le ressucé de ce que nous disions il y a 15 ans. Puisqu'il s'agit de la souveraineté et de l'identité française. Donc, ces deux notions qui sont parfois opposées, alors qu'en fait, elles sont intimement liées. Et on va pouvoir discuter effectivement si cela a un sens d'avoir sa souveraineté, si on a perdu son identité. On va aussi discuter de savoir si la souveraineté permet de défendre son identité. Et que deviendrait un pays qui perd sa souveraineté? Est-ce qu'il ne perdrait pas également son identité? Évidemment, le sujet étant de l'Union européenne qui nous fait perdre notre souveraineté. Et est-ce nous ne risquons pas de ne plus être la France? Donc, pour parler de ces sujets, nous accueillons Monsieur Pierre-Yves Rougeron, qui est président du Cercle Aristote, et Monsieur Laurent Ozon, qui est analyste et essayiste. Et donc, on va commencer par une première question, qui est effectivement un peuple, une nation, car une nation, effectivement, c'est un peuple souverain, peut-il survivre à la disparition de son identité? Qui veut commencer? Vous voulez commencer? Bonjour, merci, bonjour à tous. Alors, c'est une question curieuse. Un peuple peut-il survivre à la disparition de son identité? Je crois que la réponse, elle est dans la question. Un peuple se définit précisément par sa possibilité de se distinguer des autres. Sinon, ça n'est pas un peuple. Bon, donc, je pense que je vais pas m'étendre en tout cas sur une réponse à cette question. Je voudrais revenir sur deux notions dont on parle, qui sont celles de souveraineté, celles d'identité. Elles naissent toutes les deux de colère, de prise de conscience, d'émotion et aussi d'analyse, légitimes l'une comme l'autre. La problématique souverainiste, en quelque sorte, c'est-à-dire la question de la souveraineté, est, je dirais, née de l'évidence d'une dépossession, d'une perte de contrôle, d'une perte de pouvoir et du sentiment de ne plus disposer des moyens même du politique pour pouvoir espérer reprendre le contrôle de nos vies et faire vivre notre liberté. Cette évidence-là, elle est le résultat de longues années de détricotage, de trahison, et c'est pas à vous que j'apprendrai qu'elle est légitime, ou c'est pas devant vous que je justifierai le fait qu'elle le soit. La question de l'identité est peut-être pour vous, en tout cas, un élément un peu plus abstrait, abscon, radical, lointain. Je vais essayer de lui donner un petit peu plus de substance, si vous voulez bien. L'identité, la question identitaire en France, à notre époque, puisque moi j'appartiens à une famille d'identitaires de gauche plutôt, donc des gens qui étaient très attachés à la défense des identités ethno-culturelles locales, autochtones si je puis dire, c'est-à-dire basques, bretonnes, alsaciennes, etc., etc. Donc ça, ce sont des thématiques identitaires très anciennes, c'est-à-dire cette persistance de communautés, de cultures, parfois de langues, avec leur propre façon de faire les choses, avec leurs propres traits, pour utiliser un terme technique, ou cybernétique, donc leurs propres caractéristiques, façon de cuisiner, façon de parler, etc., etc., façon de construire, architecture, mode de pensée, etc., etc. Eh bien, tout cela a chez nous été souvent découplé, c'est-à-dire on a mis d'un côté la question politique, qui était fondamentalement celle de l'État, et c'est un défaut que je pointe souvent depuis longtemps chez les souverainistes à la papa, si je puis dire, ou les archéo-souverainistes, c'est-à-dire ceux de se focaliser en quelque sorte toujours, quand on parle de questions de souveraineté, sur des problématiques de type étatique et institutionnel, et non pas d'autres aspects de la question de la souveraineté. Je considère par exemple que la question de la souveraineté ne peut pas être abordée de façon satisfaisante à partir du moment où on oublie les trois premiers étages de la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire se protéger, se nourrir et se soigner. Toute
État, tout peuple qui ne dispose pas de ces trois fonctions, ou qui n'est pas souverain sur ces trois fonctions-là de base, ne peut pas être souverain d'une façon ou d'une autre, qu'il dispose ou non de sa monnaie, qu'il maîtrise ou pas ses frontières. Voilà. Donc, passons là-dessus. La souveraineté, l'identité, je terminerai là-dessus. L'identité naît d'une colère, et cette colère n'est pas explique les incompréhensions, voire les dissensions qu'il peut y avoir entre la mouvance identitaire et la mouvance souverainiste. Cette colère, c'est quoi? C'est le fait que la question de ce que nous sommes ne se réduit pas, ne se résout pas dans notre état civil. Nous sommes aussi des peuples culture, c'est-à-dire des communautés ethnoculturelles qui se sont forgées, qui se sont constituées et qui ont réglé la plupart de leurs problèmes, notamment la question de la régulation des comportements, etc. Et j'en passe beaucoup d'autres, avant que l'État se mêle de vouloir s'occuper de tout en France, et avant que l'État se mêle de vouloir contrôler tous les aspects de la vie sociale, ou tous les aspects d'une vie, tous les aspects de la collectivité qui autrefois étaient pris en charge par les communautés de culture. Et nous assistons en France depuis longtemps au sentiment, et est monté progressivement en France, en particulier à droite, parce que ça c'est plus récent, historiquement, à l'idée qu'il y avait chez les gens qui s'intéressaient à la question de la souveraineté, c'est-à-dire à la question de nos droits, à la question de l'État, etc., qu'il y avait un manque d'attention, voire une non prise en compte, une trahison, disons-le, et que finalement maintenant on ne défendait plus. Et l'évolution du Rassemblement national dans son discours, en tout cas, est assez caractéristique de ce point de vue-là. On ne défendait plus un peuple culture, c'est-à-dire un peuple spécifique, une substance historique et sensible, se manifestant de tas de façons différentes par sa culture, sa façon d'être, sa façon de parler, ses patois, sa façon de construire, sa façon de cuisiner, sa façon d'être, son être au monde. On ne défendait plus qu'un peuple politique. Et là, je reprends l'expression de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est finalement le plus cohérent de tous les politiques de ce point de vue-là, il assume. Un peuple politique, c'est-à-dire un peuple qui, in fine, ne se résout qu'à la somme des rapports de force qui s'exercent à l'intérieur des frontières d'un État à un moment T. Voilà. Je vais devoir, et vous allez devoir me le pardonner, revenir un tout petit peu en arrière. Parce que je sers dans les rangs souverainistes depuis 20 ans. En tant qu'éditeur et en tant qu'historien, j'ai travaillé sur notre histoire. Et j'ai pointé depuis très longtemps le grand problème des souverainistes, c'est que les souverainistes ne sont pas des gens de droite qui se racontent perpétuellement. Si vous voulez, vous avez des médias qui ne sont que des reprises de la droite vous raconte son histoire et vous rassure. Vous avez des stations de radio qui ne sont que ça, des médias alternatifs de droite qui ne sont que ça. On se la raconte, on invente des guerres où on n'était pas. Bon, à la fin, d'ailleurs, ça se termine parfois par le fait d'aller à 10 contre 50 antifa et de voir un gamin se faire fracasser parce qu'on se la joue. Et en réalité, le mouvement souverainiste, lui, vu qu'il est perpétuellement dans l'étude, l'analyse et la proposition, ne se raconte jamais. Et d'ailleurs, je vais vous le démontrer très simplement, il existe un seul livre, et qui est mauvais de surcroît, sur notre histoire. Un seul. Vous avez un des livres universitaires de bien meilleur niveau qui est Jean-Michel Salmon, mais qui lui est un dictionnaire. Qui est un truc de politologie. Point. Vous avez un ouvrage qui s'appelle Le souverainisme, une certaine idée de la France de Philippe Boulanger, qui était un ouvrage, il faut être honnête, mauvais. D'un auteur qui ne l'est pas, mais on a le droit de faire de mauvais livres, mais qu'on est un bon auteur. Et en réalité, on a laissé dire sur nous énormément de choses. Là où nous avons été caricaturés, insultés, et disons résumés à ce que nous ne sommes pas, alors que 90% de la production intellectuelle alternative dans ce pays nous est due. Le reste est fait de micro-groupes d'extrême gauche. Si je vous dis les causeries du lundi de l'extrême gauche, je pense que ça dira rien à personne. C'est très intelligent, c'est des post-situationnistes, ça doit être lu par 30 personnes. Dont un fasciste, moi. Donc,
vous retirez le mouvement souverainiste de la production intellectuelle de ces 30 dernières années, il n'y a pas de contre-discours du pouvoir crédible. Non. Si vous remontez un tout petit peu en arrière, nous, le problème, c'est que comme nous ne nous racontons pas, comme on n'est pas perpétuellement en train de raconter notre histoire, contrairement à la plupart des familles idéologiques de la droite, on oublie ce qu'on dit, on oublie ce qu'on écrit, et certains essayent ensuite de reprendre nos idées, y compris parmi nos ennemis mortels. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, Alain Benoît disait à mon ami Laurent Henninger, qui pourra en témoigner, que sa défense des identités charnelles dont il se fichait éperdument, n'était liée qu'à la haine viscérale qu'il porte à la France et à son histoire. Or, la plupart de ceux qu'on appelle le camp identitaire historiquement, que, à titre personnel, ce sont des gens qui appartiennent à une famille idéologique qui est la post-collaboration, ce sont des gens qui sont des vaincus de l'histoire de France, qui appartiennent à une famille idéologique peu autochtone par rapport à nos familles politiques traditionnelles, et qui ont fait le même mouvement que leurs vis-à-vis, qui ne sont pas nous, qui sont l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'ils ont voulu être pro-Berlin d'abord, et terminent pro-américains tous. Exactement comme l'extrême gauche des années 70 a ouvert la voie à travers l'école de Francfort à la gauche californienne d'aujourd'hui. Et d'un côté, je les comprends. Parce que vu ce qui est devenu Berlin, on est loin du nid d'aigle, mieux vaut d'un côté obéir à Washington. Bon, ça a plus de cohérence. Le problème, c'est que ça a été des organismes microscopiques, mais à défranciser. Comme le grand gouvernement central, mais qui lui, au moins, a l'avantage de ses intérêts. Le grand gouvernement central défrancise des parts entières de génération, les détruit, vend le pays à la découpe, mais au moins à la fin, il a du vrai pognon. Les rabatteurs d'extrême gauche comme d'extrême droite ne sont que des roues de secours de ce système-là. D'accord ? Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que comme nous n'avons pas conscience du tout le travail que nous avons fait déjà parce que nous avons une mauvaise conscience de notre histoire, nous la faisons débuter à Maastricht. En réalité, le mouvement souverainiste débute plus de 20 ans avant. Et sur la quasi-totalité des sujets, y compris des sujets pratico-pratiques. Insécurité, immigration. Je rappelle que l'un des grands-pères du mouvement souverainiste, c'est Pierre Chonu, l'auteur de l'ouvrage La peste blanche, 74. Sur la natalité, sur l'école, les œuvres de Liliane Mursa, etc., etc. Le problème, c'est que nous, on est dans le mouvement perpétuel. Et pour nous, il faut bosser. C'est pour ça que je reprends les 3 étages que Laurent a très intelligemment soulignés. Souveraineté alimentaire. Qui a fait le combat sur la souveraineté alimentaire, ne serait-ce que récemment? Sinon nous. Qui était là pendant le Covid? Je vous rappelle que la droite identitaire pendant le Covid, elle s'est mise à 4 pattes. Sur la souveraineté alimentaire, elle est très contente de bouffer du truc polonais, quand bien même il y aurait et le Mercosur, pas un mot. Et le dernier étage, la protection, ils seraient très heureux de donner la bombe outre-Rhin. C'est les premiers à dégueuler sur Dassault pour vouloir juste garder un avion français. La plupart détestent notre armée parce que dedans il y a des domiens, c'est-à-dire des gens qui détestent et qui eux vont au carton, même s'ils sont pas blanc-bleu. Moi, à titre personnel, je suis très fier de vivre à côté d'un régiment quand je vois les camarades de Nouvelle-Calédonie, quand je vois tout ce qu'ils abandonnent pour venir se battre pour nous. Je rappelle juste un point, c'est que quand un mec de l'Aveyron perd ses parents, son régiment lui paye le train pour y aller. Quand un mec de Wallis perd ses parents, c'est ses copains de régiment qui se cotisent parce que c'est pas l'armée qui paye. Et eux, ils acceptent ça en plus. Tout ça pour 1800 € par mois. Faut aimer le pays quand même, hein. Or, le problème, c'est que nous avons laissé dire pendant des années, et certains de nos chefs y ont participé, pique-pendre de nous. Nous nous sommes laissés insulter au nom de quoi? Au nom d'un mythe, qui est un mythe que nous héritons des Maurrassiens, qui est le mythe de l'union sacrée. Donc on a tendu la main partout, à tout le monde. Et on a tous fait cette erreur, moi compris. On a tendu la main à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Et le problème, c'est qu'on n'aurait pas dû. On a perdu du temps. Il y a des gens qui sont pas francisables. Voilà.
Il y a des gens qui, même s'ils sont francophones, eh bien, sont à peine plus français que Mamadou sorti du bateau. C'est triste, mais c'est comme ça. Or, nous, par ce mythe de l'union sacrée que nous héritons des camarades monarchistes et que nous héritons du gaullisme, ça, je jette une pierre dans mon propre jardin. C'est qu'à un moment, on ne réunit pas tout un peuple. On réunit la partie consciente de ce peuple pour protéger les intérêts de ce qu'on pourrait appeler tout simplement l'homme de la rue, ou du moins le citoyen ordinaire qui, lui, de toute façon, a le principe de réalité en face de lui. Il a un crédit, il a des gosses, il a un boulot. Et il n'a pas envie de faire la guerre politiquement. Et c'est là notre faute. C'est de pas s'être organisé entre nous pour ne pas protéger ce type-là, parce que c'est ce type-là qui doit survivre. Pour que notre peuple survive. Et le souci, c'est que nous n'avons pas voulu nous défendre, alors que, objectivement, moi je me rappelle de discours délirants qu'on m'a appris en tant que militant. Ne sortez jamais dans la rue, les Français vous détestent. Heureusement qu'aujourd'hui on a des mouvements qui sortent dans la rue. Et j'ai pas pris un pot de fleurs sur la gueule pendant les manifs Covid. Hein. Donc, le souci, pour nous, aujourd'hui, c'est de former un appareil capable d'être une machine à conscientiser, mais pour une guerre longue. Le système est lourd. Il est de moins en moins fort, mais il est lourd. Il mettra donc du temps à s'effondrer. Il mettra donc du temps, et plus il mettra de temps, plus il s'effondrera fort. Ça, c'est un principe, malheureusement, de physique. Mais ils vont tout faire pour maintenir le système aussi longtemps que possible, et comme nous l'avions annoncé, pour défigurer le pays, avant de partir. C'est pour ça que Macron est si pressé, d'où le discours sur la dissuasion dans quelques jours, etc., etc. D'où le fait également de maintenir les pompes au remplacement de peuple. Ils veulent ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont pris dans des logiques de système dont ils sont à peine conscients pour la plupart, c'est commettre des actes définitifs. Et nous, notre faute, plus que les points aveugles de notre doctrine, où il y en a eu, mais on a tellement bossé. Nous, le problème qu'on a, c'est que au sein même de notre famille politique, gauche et droite du mouvement confondus, l'information ne circule pas, les gens ne se protègent pas les uns les autres, les gens ne se réunissent pas, les gens ne s'apprécient pas, et donc après, on peut laisser dire n'importe quoi, alors que le plus souvent, quand je vois aujourd'hui la production d'une certaine droite, ce n'est rien de plus que le ressucé de ce que nous disions il y a 15 ans. Hein, je vais vous donner un exemple très précis. Le prochain ouvrage d'Alain de Benoît s'appelle Souveraineté nationale, souveraineté populaire, de la part d'un mec qui nous combat depuis les années 70. Point. Et qui aujourd'hui singe notre discours parce que une partie des Français se rend compte de ce qu'il a perdu. Voilà. C'est d'un côté la grande utilité de ce type de réunion, c'est de faire, sans les forcer, dialoguer des gens qui malheureusement, parce que notre histoire personnelle a été ça, ne s'apprécie pas, alors que nous n'aurons bientôt plus le choix. Parce que la radicalisation des clivages arrive, le système l'a voulu, et qu'à un moment, le « tu pues de la gueule » sera de trop. Voilà. Donc pour rebondir, effectivement, on ne peut pas espérer redevenir souverain si on n'affirme pas son identité. Et si l'identité n'existe pas, malheureusement, on constate qu'elle est remplacée par d'autres. Ça peut être l'identité ethnique, l'identité culturelle, on le voit dans nos départements, dans nos régions. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on crée cette adhésion à l'identité ? Est-ce qu'on doit recréer effectivement un roman national pour de nouveau être fier de la France ? Et si qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut de nouveau recréer le roman national pour que les gens se retrouvent dans leur identité ? L'identité, ça a toujours été
quelque chose de très tangible. Ça n'a jamais relevé simplement du narratif, du roman. Ça en fait partie, évidemment. Tous les peuples se racontent. Ils se racontent une origine, ils se racontent des caractéristiques, une naissance, des combats, etc. Bon, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur les travaux d'Einar Mollmann autour des coopérations sous stress maximal et la façon dont ces stress historiques produisent l'apparition d'institutions et aussi de traits culturels spécifiques qui visent en fait à incruster dans le temps, c'est-à-dire dans la culture d'un peuple donné, les dispositions de coopération qui sont nées d'un stress, un stress historique qui peut être une épidémie, une guerre, quelque chose un enjeu de vie et mort pour le collectif. Et donc l'histoire du monde, enfin l'histoire des peuples, c'est l'histoire de populations qui ont été soudées par des stress vitaux, qui ont produit des coopérations sous stress maximal, avec tous les bons côtés et les mauvais côtés qu'on connaît à ces moments-là. Les bons côtés, on les connaît, c'est la capacité de se sacrifier, c'est la possibilité de se mobiliser, de se dévouer les uns aux autres, de partager aussi de l'empathie, on parle d'allélopathie aussi. Bref, ça ce sont les aspects positifs, et les aspects négatifs de toutes ces périodes-là, c'est la volonté de rechercher, de recréer de l'unité à l'intérieur. Tous les processus de guerre civile sont toujours nés d'un besoin inconscient, souvent, de recréer de l'homogénéité intérieure pour faire face à un enjeu de vie et de mort. Et cette homogénéité, elle se définit souvent par le première étape, c'est-à-dire le fait de se mettre d'accord sur la nature de la menace. Qui est l'ennemi? Quelles sont ses caractéristiques? Dans ces phases-là, sous l'effet de la peur, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, sous l'effet de la peur, c'est-à-dire sous l'effet du stress qui naît de la perspective de la mort, de la disparition, alors s'enclenchent des mécanismes psychologiques qu'on a bien décrits en physiologie du stress, mais qu'on connaît très bien aussi, qui sont ce que Girard appelait la montée aux extrêmes, mais plus fondamentalement des réflexes d'identification paranoïaque de l'adversaire. C'est-à-dire, en clair, on prête à l'adversaire des caractéristiques qui sont parfois assez peu raisonnables. Elles ne sont pas toutes déraisonnables, mais elles sont parfois un petit peu exagérées, et c'est, je dirais, dans cette exagération, dans cette radicalisation du groupe face au danger, que naît la possibilité aussi de la cohésion et de la recherche du ok, mais ça, on verra ça plus tard, le plus important, c'est ça. Et dans cette mobilisation, dans ce processus de fusion coopérative, on a là la naissance de la plupart, le maintien de la plupart des groupes humains dans l'histoire, et la possibilité, par les institutions, c'est-à-dire par l'État, qui est l'institution historiquement chargée de cette mobilisation sous stress vital. Et donc là, on retrouve les travaux des grands théoriciens du droit sur ces questions-là. Alors, on se retrouve là avec un enjeu qui est celui de la narration. Cette narration, c'est quoi? C'est celle qui naît de la menace, celle qui naît du stress, et celle qui perdure dans les institutions, dans la culture, etc., etc. Vous pouvez appeler ça roman national, vous pouvez l'appeler autrement, ou roman ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, ces phénomènes-là sont des phénomènes quasiment sont des universaux en matière anthropologique. On les retrouve partout. Voilà. Maintenant, imaginez que une culture, c'est simplement un bricolage qu'on va fabriquer en vue d'unir les gens à partir d'une définition de mécano. Vous savez, tiens, je vais lui mettre un peu de ça, puis on va parler de ça, etc. Ça, c'est ce qu'ont essayé de faire les gens au moment de la Révolution française. Ça a marché un certain temps, mais ça n'a tenu que par la violence. Ça n'a tenu que par la violence. Ils ont dû abandonner très progressivement de larges pans de cette narration. C'est le moment de la Révolution française. On connaît le rôle des Gaulois à ce moment-là. Bon, on va pas parler de tout ça, mais on ne peut pas construire, en quelque sorte, un roman national de toutes pièces. On ne peut pas produire simplement. On peut influencer, on peut interpréter, on peut relier les éléments de notre passé, de nos caractéristiques, de notre histoire, de ce qui fait qu'on est comme ça et pas autrement. On peut le faire, mais tout cela naît avant tout, et tout ça ne prend qu'à partir du moment où ça répond à un enjeu, et cet enjeu, c'est toujours celui du stress vital. On ne bricole pas une identité nationale, on part d'un réel. Ce réel, c'est celui qu'on observe tous les jours. Pourquoi est-ce que les nations ont été plus fortes que les empires?
dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces révolutions des nations, les empires au XXe siècle et au XIXe? Parce que la langue était le moyen le plus efficace. La langue était le moyen, mais ça n'est pas que ça, c'est un aspect de la culture. La langue était le moyen le plus efficace pour faciliter la viralité des stress, le partage de souffrances, la compréhension entre les acteurs. Là où je veux en venir, pour terminer là-dessus, je dirais que on a aujourd'hui un enjeu, c'est celui effectivement de produire un facteur d'unité. Mais si on bricole, si on prend ça à la française, si je puis dire, c'est-à-dire un peu comme la façon dont les politiques ont pris ces histoires d'identité depuis très longtemps, c'est-à-dire une sorte de bricolage qu'on impose à coups de manif, de bouquins de Fernand Nathan, de publicité et de campagne électorale, ça ne marchera pas. On est obligé de partir du réel, et le réel existe. Voilà. Et étant d'accord avec la quasi-totalité de ce que Laurent a dit, et je vais pas en rajouter beaucoup, je voudrais vous faire réfléchir sur un point. Parce que le réel, ça va encore plus loin que ce qu'on croit. Le réel, ce n'est pas uniquement les manifestations. C'est aussi les imaginaires. Or, qu'est-ce qu'un peuple qui est chez lui dans sa tête? C'est un peuple dont les conditions de l'imaginaire peuvent se renouveler. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Stéphane Rosès, qui a très bien compris ça. C'est-à-dire que, et c'est là la grande erreur qu'on fait depuis la fin de la guerre froide, j'y reviendrai, on ne comprend pas que les populations ont un imaginaire de manière autonome des pouvoirs. Et bien sûr, les pouvoirs les plus pathologiques, ce qu'ils veulent, c'est entrer dans la tête pour changer l'imaginaire. Si le totalitarisme a eu une réalité un jour, là je suis dans mon cœur de métier, on a une histoire des idées politiques, c'est un débat, c'est d'aller jusque dans votre intimité psychique. C'est-à-dire, tu penseras ça. Bon, comme disait, disons, un célèbre banquier recalé à Normal Sup, pensez printemps. Donc, j'ai pas donné de nom parce que celui qui balance n'est pas fils de la Vierge Marie. Donc, c'est malheureusement une tentation. Et moins vous marquez votre époque de projet, d'énergie vitale, de projection vers l'avenir pour votre peuple, donc moins vous instituez, c'est la logique de l'institution, plus vous avez une logique d'administration, c'est-à-dire plus vous traitez les êtres comme des choses. Et donc vous allez en vouloir entrer dans leur tête à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que pour qu'ils ne voient pas que vous êtes nus, en fait. Vous n'avez plus la souveraineté, vous avez la domination, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Or, le problème qui se pose à nous, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à une case qui, depuis la fin de la guerre froide, ils ont compris un truc par les ingénieurs sociaux pendant la guerre froide. Bon, je ne reviens pas sur les conférences Messi, etc., sur tout ça, mais ils ont compris, bon, on n'a plus de projet, parce que notre seul projet, c'était nous d'engranger du pognon sous la peur du pop-off. Le pop-off nous fait défaut. On finira par le retrouver, vous inquiétez pas. Hein. Mais il va falloir trouver des peurs structurantes pour qu'ils comprennent qu'on a le bâton et qu'ils ont le dos. Et surtout qu'ils nous demandent pas de compte. Et donc, si vous remarquez bien, depuis la fin de la guerre froide, nous sommes allés de peur en peur. L'épée de vache vont nous tuer. Réchauffement climatique. Alors maintenant, ça va être l'ère glaciaire, parce que, comme vous voyez, le discours est en train de légèrement se muter. Donc vous allez cramer d'abord, geler ensuite. Comme ça, au moins, vous serez... comme disait le président Juncker, qui connaissait bien le point, vous serez mi-cuit. Et vous avez évidemment le retour des pop-off, parce que les pop-off, c'est bien, parce que simplement, c'est une peur structurante depuis l'an 1000. C'est la peur des peuples de steppe, en fait. Donc l'avantage, c'est là, il y a un arrière-fond culturel. Bon, on va vous revoir la tyrannie asiatique. Là, c'est en cours, c'est en train de cuire. Laissez-leur un peu de temps quand même. Vous allez avoir, j'arrive même plus à les compter. On a eu les pluies acides, on a eu Captain Planet, on a tout eu. Bon. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça fait psychiquement sur l'identité des peuples?
vous régressez au stade stimuli-peur. Pour éviter la coagulation autonome dont parlait Laurent. Parce que la coagulation autonome, elle peut aussi avoir lieu par cette force d'imaginaire du bas elle peut avoir lieu du bas vers le haut, elle peut aussi avoir lieu du bas contre le haut. Quand le haut est pathologique. Un pouvoir juste, c'est un pouvoir qui permet au peuple de maintenir les conditions de reproduction de son propre imaginaire. C'est-à-dire de maintenir les gens chez eux, dans leur tête. Aujourd'hui, le but, c'est un grand remplacement qui lui a déjà eu lieu et qui d'ailleurs n'a pas gêné les habituels rentiers de la notion et qui malheureusement a eu lieu dès les années 50, à partir des années 50. Et aujourd'hui, c'est ce monde-là que le pouvoir essaye de maintenir parce que tout simplement, il en a tiré des dividendes matériels gigantesques. Le problème, pour nous, ça va être de remettre les Français souverains dans leur tête. Alors effectivement, le point où nous en sommes, c'est la question de savoir si nous avons autre chose à proposer qu'un retour à un État ingénieur social. Cette histoire dont est en train de nous parler Pierry, c'est l'histoire de la façon dont les États ont utilisé en quelque sorte acquis des compétences en matière de gestion des stress dans la population. On connaît tous la façon dont on a raconté aux Français persuader le petit soldat breton, le petit paysan breton du fin fond du Finistère d'aller crever dans la Gadoue, dans les Ardennes. Il a fallu lui en mettre. En dehors du fait qu'il n'avait pas trop le choix, il a fallu aussi lui expliquer que les Allemands coupaient les mains des petits-enfants. Et donc toutes ces phases-là, qui ont une naturalité, quand je dis qu'elles sont naturelles, je ne veux pas dire que je veux pas les excuser, je dis qu'elles font partie de ce processus de renforcement de stress et de paranoïa dont je vous ai parlé, mais que l'État a acquis des compétences depuis longtemps pour utiliser ces phases-là, pour être capable d'orienter, de pousser en quelque sorte des phénomènes des mobilisations, des unifications sous stress. Et comme l'a rappelé évidemment Pierre-Yves, on est là chez l'État depuis longtemps, non pas dans la volonté d'accompagner, même de faciliter cette mobilisation sous stress vital de la part de l'État, mais on a maintenant des élites qui ont acquis tellement de compétences en matière de gestion des stress qu'elles s'occupent d'en allumer beaucoup, simultanément, dans tous les sens, dans des niches différentes de la population, pour, par exemple, alimenter des tensions horizontales, de façon à ce que, par exemple, les tensions verticales, en gros, les conflits de classe, les conflits d'intérêt de classe, ne se voient plus, et soient en permanence dissous, enfouis, sous des conflits d'intérêts horizontaux, entre des parties diverses de la population. Et donc ça, évidemment, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ce mécanisme-là à partir du moment où on ne reconnaît pas l'existence du peuple culture. À partir du moment où on n'accepte pas ce constat identitaire que nous ne sommes pas simplement un peuple politique. Nous ne sommes pas un peuple politique parce que nous ne sommes pas simplement un État actuel, un État démographique ou un État de rapport de force à l'intérieur de frontières données à un moment T. Nous sommes autre chose, nous sommes un peuple culture. Reconnaître ça, accepter cela et en tirer les conséquences et comprendre de ce fait ce qu'est l'État de ce point de vue-là. L'État, notre État, celui que nous avons fait naître dans l'histoire et qui nous a fait naître aussi d'une certaine façon, cet État n'est pas simplement une mécanique d'ingénierie sociale, elle ne doit plus l'être et elle doit cesser de vouloir chercher à remplacer, c'est les frères Polanyi qui ont travaillé là-dessus dans au milieu du XXe siècle, dans un bouquin qui s'appelait La Grande Transformation, dans lequel ils expliquaient très bien comment, en fait, l'État détruisait les cultures, prenait en charge des fonctions qu'il détruisait, les capacités de coopération de base qui naissaient de la culture, du fait de vivre ensemble, et je dirais de la coopération sociale par le potin méchant, pour faire simple. Tu ne fais pas n'importe quoi, sinon tu vas passer pour un con. Ta famille aussi, la réputation de ta famille va pas être bonne. Et si tu vends pareil, tu produis n'importe quoi, ta réputation va être mauvaise, donc tu fais attention. Et la responsabilité sociale des acteurs économiques ou des acteurs politiques, elle se faisait par cette proximité-là. Si tu faisais n'importe quoi, ta grand-mère allait se faire mépriser et tes gosses allaient se faire foutre de leur gueule dans la cour de récréation. Voilà. Et ça, ce mode de coopération-là, cette gestion des relations, qui crée une forme de responsabilité sociale, c'était le produit de la culture. Plus nous avançons, plus nous faisons remplacer ces phénomènes-là par des processus de coopération étendus, la monnaie, le droit,
etc., etc. Et plus nous tuons la particularité de ce que nous sommes, plus nous tuons nous-mêmes. Nous avons besoin d'un État qui soit notre État, c'est-à-dire qui nous reconnaisse comme peuple culture et qui ne se mêle pas. Ça veut pas dire que je suis minarchiste, donc je suis favorable à un État effectivement minimaliste, mais je ne crois pas non plus à une société qui vise simplement de coopération spontanée. Pour terminer simplement là-dessus, je vous dirais que notre problème avec l'État aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas notre État. Il n'est plus notre État. C'est devenu en fait une sorte de termitière gérée par des ingénieurs sociaux qui se chargent de détruire tout ce que les populations essayent à chaque instant de recréer dans leur quotidien. De logique, de responsabilité que nous créons dans notre quotidien. Je vais prendre un dernier exemple un peu imagé. Pourquoi est-ce qu'on change les directeurs d'agences bancaires tous les 3 ans ou tous les 5 ans? À votre avis? Pour éviter l'empathie avec le client. Évidemment, parce que un responsable d'agence bancaire, au bout de 3 ans, commence à connaître ses clients, il commence à avoir de l'empathie pour ses clients, il commence à comprendre les entreprises, il commence à raisonner, et il commence à être pris par des réseaux de responsabilité, d'empathie, bref, des relations humaines, et des questions de réputation aussi, de proximité, etc., qui font qu'il sort, en quelque sorte, des mécanismes ou des process bancaires, et qu'il est susceptible de prendre des décisions déraisonnables du point de vue de ses employeurs. Voilà un exemple type, et je pourrais vous en donner beaucoup d'autres, qui vous montrent que l'enjeu de la coopération par la proximité, par la réputation, l'enjeu de la coopération par la culture, c'est aussi un enjeu de souveraineté, mais c'est aussi un enjeu d'identité, parce qu'il nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas simplement un peuple politique, nous sommes des façons de faire qui se sont incrustées dans le temps. Je terminerai en vous disant qu'il y a un gars qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Axel Rode, et qui a montré, avec le dilemme itératif du prisonnier, que la coopération naissait de la réputation, de la reproduction, c'est-à-dire du fait de renouveler des interactions sociales régulières. Et lorsque vous renouvelez ces interactions sociales de façon régulière, alors les gens sortent de la logique de nuisance réciproque pour adopter des process, des interactions qui sont basées sur le donnant-donnant. Je ne te fais pas de mal, tu ne me fais pas de mal, etc. Mais tout cela, c'est la culture. C'est ce que permet la culture et c'est ce que permet la stabilité d'une population à un endroit T, de gens qui se connaissent et qui défendent leur réputation les uns par rapport aux autres. Ça, c'est la culture. C'est le processus de formation de la culture. Et la culture, c'est pas simplement des narrations, c'est pas simplement un imaginaire, c'est évidemment tout ça. Mais ça, c'est, je dirais, c'est très, très général. Mais c'est aussi, comme diraient les managers, c'est aussi un processus bottom-up, c'est-à-dire un processus qui part de la base et qui monte vers le haut, c'est-à-dire qui se diffracte dans l'ensemble de la société et qui fait que l'État lui-même et l'ingénierie d'État elle-même n'est plus nécessaire partout. Voilà. Donc, je terminerai en vous disant que reconnaître la question identitaire, admettre la question identitaire, c'est pas simplement se référer à des mythes d'unité ou à des mythes ou à des romans nationaux ou à des romans tout court. C'est aussi s'intéresser à la façon pratique dont les êtres humains, et nous aussi, puisqu'il se trouve que nous en faisons partie encore pour l'instant, se mettent à coopérer, à s'organiser et à fabriquer, à produire leur vie de façon raisonnable, satisfaisante et heureuse. Voilà. Nous arrivons proche de la conclusion. Donc, je pense qu'effectivement, on est tous d'accord que souveraineté et identité sont intimement liées. La notion, effectivement, que l'État inspire le roman national semble nous donner un peu périmée, vu que maintenant il y a l'ingénierie sociale qui permet effectivement de nous manipuler assez facilement. Mais est-ce qu'un peuple, effectivement, ne doit pas à un moment donner son avis sur son identité? Et dans la situation où on est aujourd'hui, quels sont les moyens pour que le peuple retrouve son mot à dire sur tout ce qu'on lui impose? Vaste programme, comme disait De Gaulle face à Morocco, et si moi en tout cas, j'ai pas de prétention d'épuiser le sujet, parce que malheureusement toutes les échappatoires consultatives, la démocratie participative, chère à une ancienne ambassadrice des pôles,
qui aujourd'hui fait le chemin vers Alger pour se faire bien voir. La fameuse démocratie participative, c'est-à-dire je te demande ton avis et ensuite tu la fais. Bah oui, non mais la démocratie participative, c'était ça. C'était, d'ailleurs, dans tout processus de gouvernance, on interroge les victimes. Pourquoi? Pour les inclure dans leur processus de châtiment. Mais on t'a demandé ton avis. On n'en a pas tenu compte, c'est pas la question. On t'a demandé. Bon. C'était le droit de pétition que l'Union européenne a créé, c'était la révolution des révolutions. Il n'y en a eu qu'un seul qui est passé. C'était pour plus d'Europe. Pas de bol. Ah bah c'est drôle. Bon. Donc, moi si vous voulez, tout ce qui va être consultation, va demander aux gens leur avis, etc., malheureusement, même ça, ils ne l'accepteront plus. Or, aujourd'hui, faut se rappeler de choses simples. C'est l'une des grandes divergences que j'ai avec une certaine pensée identitaire, c'est la focalisation sur la haine de l'État, parce que l'État, c'est ce qui reste de la France et de l'Église. Parce que la fin de l'État, ça a été créé par la France et par l'Angleterre. Et derrière une certaine statophobie, il y a une certaine francophobie historique, et c'est que moi je ne partage pas, parce que le problème, c'est pas nécessairement l'État, mais que les gens qui vous dominent ont détruit l'État. Je vous rappelle. Ils l'ont détruit. Et ils le craignent. Leur type anthropologique le plus haï, c'est le militaire. Bon, j'ai rarement vu des États détester leurs armées. On a un problème de pourrissement des classes dominantes. Pourquoi? Parce que malheureusement, la société civile, pour reprendre la notion de Ferguson, c'est une notion qui a déjà plus de 2 siècles, la notion de société civile. Intéressant. A beaucoup de qualités. Pourquoi? Parce qu'elle colle à la forme capitale, elle colle à l'avidité, donc elle a de l'énergie. Et elle a fait la modernité occidentale. Hein. C'est elle le visage le plus agressif et le plus conquérant du bourgeoisisme, qui est vraiment l'apanage de l'Occident depuis 4 siècles, qui est en train de se refermer, mais peu importe. Or, le problème, c'est que la société civile est une machine aussi à pourrir. C'est triste, mais c'est comme ça. Et si on a créé en partie les États, donc des êtres capables d'être des prédateurs de prédateurs, c'est pour éviter que ce pourrissement emporte les peuples. J'aime beaucoup la manière, mon ami Jérôme Ravenet n'est pas là, mais je vous recommande ses œuvres sur l'étude de la Chine actuelle, dont les Chinois prennent ces questions-là. Ils disent, nous sommes une économie de marché, vous êtes un régime capitaliste. Pourquoi? Parce que nous, l'homme le plus riche, Jack Ma, peut terminer à genoux devant le peuple. Vous, c'est plus possible. Vous, ce n'est plus possible vu que la sécession a eu définitivement lieu. Dans le cas de Jack Ma, ça a été vrai. Hein, oui. Il est allé repiquer de la laitue en Mongolie intérieure pendant 3 mois, je peux vous assurer que ça lui a fait les bras. Il n'y a rien de mieux que les travaux de la ferme. Donc, sans dire qu'il faut faire ça, c'est pas la question. La question, c'est que malheureusement, nous on a une partie de la société civile devenue élite dominante, devenue élite dégénérée, qui a fait sécession de nous, et qui nous vend à la découpe parce qu'elle est dans une logique d'administration et nous sommes ces choses. Elle vend le pays à la découpe parce qu'on ne vend jamais que des choses. Ils nous ont réifiés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se dit comment vous pouvez faire ça au pays de vos parents, comment vous pouvez nous faire ça alors que nous sommes vos compatriotes. Pas du tout. Ils en ont strictement rien à foutre. Vous n'êtes plus leurs compatriotes depuis longtemps. Ils n'ont plus de compatriotes depuis longtemps. Et d'ailleurs, s'il y en a un qui vous l'a bien dit, c'est leur créature actuelle, qui est quand même le produit le plus chimiquement pur qu'ils aient jamais... tellement chimiquement pur que même eux, ils commencent à leur foutre la trouille. Si nous voulons éviter que cette volonté d'affirmation des populations se fasse par un excès de violence, qui est tout à fait possible, parce qu'aujourd'hui, Laurent l'a très bien dit, on est en train d'utiliser des tensions horizontales, et quand ce sera certainement nécessaire, ces tensions horizontales, vu l'état de faiblesse de l'État, je vous rappelle que toute guerre intérieure part du déficit étatique. Aucun spécialiste des guerres intérieures vous dira le contraire. Les États forts subliment leurs contradictions, les États faibles les règlent dans la rue. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai vécu avec 3 peuples sortis de guerre civile, hein, les Rwandais, les Khmers, les Libanais. Je peux vous assurer que ça a des points communs transculturels qui sont assez étonnants. Or, aujourd'hui, il n'en faudra pas beaucoup, et d'ailleurs, vous le voyez tous les jours, pour qu'on vous dise,
Nous, élite dégénérée, sommes votre dernier rempart face à une partie de population non française et non francisée. On y a veillé. Et entre eux et vous, il y a nous. Donc il va falloir nous supporter. C'est malheureusement, pour éviter ça, je ne vois que les voies référendaires, c'est-à-dire une décision obligatoire venant du bas, avec une question formulée depuis le bas, c'est-à-dire là, ce n'est pas la procédure référendaire classique où le pouvoir vous interroge sur une question, qui est une procédure très utile, c'est pas la question. Mais là, c'est pas ce qui est possible. Il faut un référendum qui parte du bas, qui soit imposé par le bas. Et donc par un rapport de force qui sera un rapport de force physique. Et je terminerai en rendant un hommage appuyé à mon vieux maître Alexandre Dorna, père des théories du populiste, il y a 25 ans. Un des premiers souverainistes était conseiller de Chevènement. Lui, il avait été torturé dans les stades, dans son pays d'origine, qui était le Chili. Donc, voir des mecs d'un pays autre venir t'expliquer que ton pays n'existe plus, il voyait à peu près ce que ça fait. Et il a fait les premières théories du populisme, bien avant Chantal Mouffe, etc. Et comme il était dissident chilien, on l'a pas traité de nazi. C'est quand vous avez été torturé par Pinochet, vous avez quand même un petit brevet de gauche qui va durer un petit moment. Or, c'est quoi un fait populiste? C'est une déglaciation émotionnelle qui en France a eu lieu depuis 2005. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience par strate de la société que il n'y a plus d'élite, il y a des classes dominantes. Et à un moment, la question de la légitimité renaît de ça. Vu que tu n'es pas une élite, c'est quelqu'un qui, par ses qualités, a la direction des autres jusqu'à l'esprit de sacrifice. Dans notre culture, c'est ça une élite. Vous n'êtes qu'une classe dominante, donc d'un côté, qui t'a fait roi. Les mecs s'étonnent que plus personne puisse blairer les politiques, mais c'est vous qui avez allumé la mèche. Et le problème, c'est qu'à un moment, il y aura le syndrome Lavoisier, c'est-à-dire que vous aurez un brave type, mais qui sera fils de fermiers généraux et de salopards, et c'est lui qui va tout prendre. C'est triste, mais c'est comme ça. Si on veut éviter que ça se termine par là, il faut faire ça par la décision collective. Sinon, eh bien, ce seront des logiques barbares, donc des logiques de fait. La démographie, par exemple, comme logique barbare, qui vont mettre tout le monde d'accord. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc vous aurez le mot de la fin sur comment effectivement le peuple peut-il reprendre la main sur le roman national que vous n'appréciez pas trop. Non, j'apprécie le roman national. Je dis simplement notre identité ne se résout pas, ne se décrète pas, et ne se construit pas. Ça, c'est très de gauche. D'imaginer que tu peux fabriquer n'importe quoi, imaginer n'importe quoi, que tu fais du mécano, et que tu as produit une identité à partir de là. Je sais qu'il y a une grande plasticité chez les êtres humains, particulièrement chez les populations en France. On est très plastique, voilà. D'ailleurs, je suis assez comme Sioran de ce point de vue-là. Je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance à ce que les gens croient penser à un moment donné, parce que les gens changent souvent beaucoup et oublient même ce qu'ils ont pensé 1 an, 3 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans avant. Donc je suis pas très fixiste ni essentialiste d'ailleurs, même en matière de définition de l'identité, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la probabilité très claire de voir apparaître des conflits horizontaux, le temps d'énergie d'une certaine façon. Et face au temps d'énergie, il n'y a pas simplement des logiques qui n'ont pas été traitées, il n'y a pas simplement des peurs, des angoisses qui ont été ignorées, qui ont même été moquées. Il y a aussi des gens qui s'activent derrière et des gens qui les utilisent. Quand vous avez des peuples qui se jettent ou des populations qui se jettent les unes sur les autres, inexorablement s'avancent derrière des forces qui cherchent à utiliser ces dynamiques-là, qui cherchent à les transformer. Alors je vais pas porter un jugement bien, mal, etc. Évidemment, la violence est toujours mal, la guerre est toujours mal, la guerre civile est la plus horrible de toutes, évidemment. Mais soyez attentifs tout de même à ce que, de toute façon, quoi que nous souhaitions, et de ce point de vue-là, je comprends très bien ce que dit Pierre-Yves, mais mon expérience, en tout cas ma réflexion sur le sujet, m'amène à penser qu'il n'y a pas
de solutions qui se décantent sans le stress suffisant pour le provoquer. Est-ce que ce stress amènera un dépassement par le haut, c'est-à-dire la nécessité de repenser non seulement ce qu'est l'État, mais aussi de redonner en quelque sorte, de revoir nos catégories. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de changement brutal sans une peur brutale, sans une angoisse brutale. Aujourd'hui, les frigos sont encore pleins. Je dirais le bouleversement de la population et le changement démographique se fait au ballon et de plus en plus accéléré, mais de plus en plus clair. Maintenant, c'est 500 000 par an, donc voilà. L'effondrement démographique général, qui est mondial, qui n'est pas simplement que français ou européen, nous dit qu'il va se passer des choses fondamentales dans notre futur. Notre définition même de ce que c'est être humain va se poser. Et de ce point de vue-là, la question d'identité se pose comme souverainisme anthropologique, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir, c'est un terme que j'ai emprunté à Pierre-Yves, quand on en avait parlé tous les deux un jour au restaurant, nous avions porté un toast à l'état caché. Lorsque nous avions porté ce toast à l'état caché, nous portions un toast à notre état, celui qui était caché, celui qui est enfoui, voilà, et celui que nous voulons voir réapparaître, celui que nous voulons voir redevenir. Et donc, en parlant de ça, nous avions effectivement abordé ces questions-là. Je ne crois pas. Je suis pas constructiviste. Je ne crois pas au bricolage, je ne crois pas à la construction des idées, je ne suis pas métapoliticien. Je crois que les gens passent beaucoup de temps à penser comme ils agissent plutôt que l'inverse. Et donc je ne crois pas au travail des idées dans l'histoire, je crois surtout, malheureusement, toujours, aux nécessités vitales. Malheureusement. Ce que nous pouvons faire, c'est déjà voir le monde de façon plus réaliste, peut-être anticiper aussi ce qui va se passer, et surtout aborder toutes ces questions, s'organiser pour traiter ces questions de façon à ce que ne subsiste pas ou subsiste le moins possible entre les différentes parties du peuple français des hostilités, des incompréhensions qui nous empêchent de travailler ensemble quand ça sera utile. Et c'est déjà utile, mais ça va devenir urgent. Voilà. Merci. Merci.